Donc, bonjour à tous pour cette première session de présentation finale des randonneurs, en fait, randonneurs et randonneuses. Pour commencer, en guise d'introduction, j'aurais aimé faire un petit récapitulatif sur ce que c'est que le randonnée, puisqu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter une petite présentation. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, très bien. Donc, voilà, ça, c'est le visuel officiel des 100 jours de randonnée. Vous me connaissez, je suis Oriane Laurier, chargée de projet chez Ivado et avec Barbara Decelle nos co-organisateurs, nous avons organisé la formation du randonnée. Donc, les co-organisateurs de cette session 2022, donc il y avait Ivado, moi et Barbara, le CRDM avec Amna Abderrazak et l'Institut Montfort avec Josette René Landry et bien sûr avec le soutien donc, du secrétariat aux relations canadiennes, le Parcours Continuum et Corbid. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de joueurs cette année. Pour vous faire une présentation du randonnée de façon un peu succincte, le randonnée, c'est une formation de 100 jours en analyse computationnelle. Il y a eu 14 ateliers de 2 heures chaque semaine et 4 webinaires. Donc, un sur les scènes pratiques, un sur la science ouverte, un sur l'éthique, un sur la collaboration. Donc, c'est vraiment pour vous montrer qu'on a essayé d'aller chercher aussi tout ce qui est compétences transversales, pas seulement qui avait trait à l'analyse computationnelle, mais pour éveiller en fait chez nos randonneurs et randonneuses une réflexion. Ces randonneurs et randonneuses ont eu accès à du mentorat et on a eu la joie d'avoir 12 mentors parmi nous et ils ont pu choisir entre deux langages, R ou Python. Et ce qui était très intéressant dans cette formation, c'est surtout qu'il y avait des niveaux en fait très différents, des gens qui étaient plutôt au niveau débutant, d'autres plutôt intermédiaires, d'autres plutôt avancés et ils ont pu en fait seconder leur apprentissage avec la plateforme d'apprentissage Corbid. Toutes ces ressources-là, ces ateliers, ces webinaires, les collabs sont en fait disponibles librement, gratuitement, à partir de la chaîne YouTube d'Ivado, ce qui vraiment en fait crée une certaine richesse pour la communauté. Les participants, cette année, on a eu quand même 85 belles inscriptions qui ont été très diversifiées, des étudiants, des professionnels, des professeurs, les apprenants en fait venaient vraiment de partout au Canada, bien sûr centrés majoritairement au Québec, mais aussi en Ontario. Et on avait quelques apprenants également en France et au Maroc, donc à l'international. On a dû jongler avec les horaires, justement le décalage horaire, mais ça s'est finalement bien fait puisque tout était en ligne. Et on a eu la grande joie d'avoir quand même 46% de femmes parmi nos apprenants, ce qui est un beau record dans ce domaine. Donc, comme vous le voyez, c'est un événement vraiment qui est fédérateur, avec un accompagnement qui est ultra diversifié et c'est très stimulant pour la communauté de l'IA. Aujourd'hui, en fait, c'est la première, tout simplement la première série de présentations finales de nos randonneurs et de nos randonneuses. On est mercredi 6 avril, il y en aura une seconde le 13 avril, et on a eu 46 inscriptions pour ces présentations finales. L'équipe d'animation, ma collègue Elisabeth, est ici, elle aura l'occasion de se présenter dans la Breakup Rooms, mais va être assurée par des membres d'Ivado, par des employés d'Ivado, et on va avoir des jurys en fait qui vont assister aux sessions. Donc, on a 3 jurys par session qui fait un total de 15 jurys en tout pour aujourd'hui et pour la semaine prochaine. En termes des modalités des présentations, on a demandé à nos randonneurs, randonneuses de faire des présentations orales avec un support visuel, par exemple un PowerPoint. En termes de temps, donc pour les présentations individuelles, ça sera donc 7 minutes de présentation plus 2 minutes de questions. Et pour les groupes de 2, 10 minutes de présentation plus 3 minutes de questions. Ça sera fait devant un jury donc, et du public et bien sûr en ligne sur Zoom, là où on est actuellement. Je rappelle aussi qu'à la fin du randonnée, on va avoir des prix.
Non seulement il va y avoir une certification de participation du randonnée suite donc, à la présentation, mais aussi 4 prix qui vont être remis par l'Institut du Savoir Montfort. Le premier prix sera un prix du jury de 300 $. Le deuxième prix, prix du public, de 200 $. Le troisième prix, le prix de la meilleure progression, de 150 $. Et le quatrième prix, le prix du randonneur ayant le plus aidé la communauté, de 100 $. Et bien sûr, je vous rappelle, à la fin en fait de cette présentation, mais ça peut être aussi, vous avez jusqu'au 15 avril en fait pour remplir. On va vous mettre dans le chat un formulaire qui va permettre au public de voter pour la présentation qu'il aura le plus appréciée. Donc, vous verrez ça dans le chat. Sauvez ce lien-là, vous pourrez y revenir. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Vous pouvez assister à d'autres présentations. Et bien sûr, les présentations vont aussi être sur le YouTube d'Ivado, donc vous pourrez les revisionner si vous souhaitez prendre connaissance de plus de présentations pour voter. Je rappelle aussi qu'il n'est pas nécessaire d'avoir vu toutes les présentations pour voter. Vous pouvez juste voter parmi les présentations que vous avez vues. Donc voilà, je voulais vous souhaiter donc de bonnes présentations. Comme je l'expliquais en début, je vais ouvrir des break-up rooms et vous allez devoir normalement manuellement pouvoir accéder à ces break-up rooms. Il suffit de cliquer en bas en fait dans peut-être diviser en salles, il y a peut-être 3 petits points là, il faut regarder et vous choisissez la salle Alpes ou la salle Rocheuse en fonction des présentations que vous voulez voir. Et même chose pour les randonneurs ou randonneuses, rejoignez votre bonne salle. Et on va avoir donc une animation d'Elisabeth pour la salle Alpes et pour moi, ce sera la salle Rocheuse. Voilà, donc j'ai terminé avec ma présentation. Je vais ouvrir toutes les salles. Donc normalement, les salles sont ouvertes et vous devriez pouvoir rejoindre la salle de votre choix. Parfait. Hey, je suis contente que vous soyez là. Parce que, en fait, moi, je m'appelle Elisabeth Gosselin. Je travaille chez Ivado à la formation synchrone. Si vous avez suivi des formations en ligne dans la dernière année, vous avez sans doute pu me voir. Sinon aussi, j'ai été très présente dans la scène start-up à Montréal. J'ai moi-même eu un projet qu'on a gagné avec le Coopératon de Desjardins. Et puis maintenant, je suis sur un autre projet de jeu vidéo. Bonjour Jean-Marc, c'est le fun de te voir aujourd'hui. Et puis, donc, continuez ces beaux efforts. Je trouve que c'est vraiment intéressant de partir sur des projets, puis ne serait-ce que pour notre accomplissement personnel. Puis, tout ça mène à quelque chose, là, ça, je vous garantis. Sans plus attendre, j'aimerais aussi vous présenter les juges qui sont parmi nous et qui pourront évaluer votre travail d'ici là. Jusqu'à ce jour, pardon. Donc, Marie-André Imbeau, Institut Montfort, Caroline Labelle de Abenium, Timothée Poisseau, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, de l'Université de Montréal. Je crois que Timothée sera en retard. Donc, on commence avec Hilaria Monti. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Oui, votre micro fonctionne. Oui. Parfait. Vous pouvez aussi, juste avant de commencer, avant les 7 minutes, est-ce que vous voulez que je fasse un signe de la main quand il reste 1 minute? Est-ce que vous me voyez ou je fais juste vous interrompre quand vous avez terminé, quand les 7 minutes a terminé? Comme vous voulez. Parfait. Donc, comptez sur moi, je vais vous interrompre. C'est juste pour pas que... Ouais. Est-ce que vous aussi, vous avez un timer de votre côté? Non, je n'ai pas de timer. Je suis désolée. OK, bon, ben, pas de problème. Je vais m'arranger avec le temps pour ça. Okay. Donc, votre présentation, c'est sur le Learning Python using different... Oups, j'ai pas eu le temps de finir de lire. Regarde, tu l'as déjà. Using different tools to manipulate and analyze fMRI data. Donc, c'est parti pour toi. Ok, donc bon après-midi à tous. Donc, je suis Hilaria Monti et je vous présente mon projet sur l'apprentissage de Python en utilisant des différents outils pour manipuler des données de neuroimagerie fonctionnelle. J'aimerais vous dire que c'est la première fois que je travaille avec Python. Je suis étudiante doctorat en kinésiologie et en sciences de l'activité physique à l'Université de Montréal. Et maintenant, je suis impliquée dans un projet de neuroimagerie sur l'interaction entre la douleur et la perception de l'effort.
Donc, j'ai choisi les 100 jours de randonnée pour apprendre le langage Python afin de manipuler des données d'IRM. Les défis que je voulais réussir, donc, on était d'apprendre à utiliser des librairies comme NumPy ou Pandas, d'apprendre à organiser, manipuler des arrays, d'apprendre à créer des fonctions, à exécuter des analyses statistiques et finalement à visualiser les données. Donc, j'ai choisi le projet de Human Connectome. Il s'agit de données de neuroimagerie fonctionnelle enregistrées sur 900 participants pendant plusieurs tâches. En particulier, j'ai choisi la tâche motrice qui avait l'accès ouvert à les données des 339 participants divisé par 2 rangs, ça veut dire 2 enregistrements par condition des 360 régions cérébrales. Mes buts, on était, pendant le projet, on était d'effectuer des analyses statistiques et de visualiser les données. Donc, la tâche effectuée pendant l'enregistrement d'IRM consistait en effectuant des mouvements. Donc, il avait 6 conditions, 2 mouvements de la main, donc un mouvement pour la main droite, un mouvement pour la main gauche, aussi pour les pieds, et un mouvement de la langue. Et il avait une condition de cue visuelle où les participants ont été en repos et seulement regardant un cue visuel. Donc, la tâche commençait avec le cue visuel qui indiquait quel mouvement effectuer. Après, il avait des indicateurs qui indiquaient quand commençait le mouvement. Chaque bloc avait 10 mouvements pour un total de 32 blocs. Donc, ma question de recherche a été quelles régions sont activées pendant les différentes conditions. Au début, j'avais un fichier avec les données préprocessées de toutes les tâches. Donc, j'ai téléchargé seulement les données associées à la tâche motrice. À la fin, j'avais une liste d'arrêts avec une longueur de 339, qui sont les numéros de participants, où chaque arrêt avait une dimension de 360, qui sont les numéros des aires cérébrales enregistrés, pour 284, qui sont les points de la série temporelle. Donc, c'est la signal que j'avais. J'ai créé des graphes avec la librairie Matplot. Donc, les premiers graphes montrent les signaux bold enregistrés par les sujets 0 liés à la région cérébrale 0. L'autre graphe montre les signaux bold liés à la région 0, mais moyenne pour tous les sujets. Après, j'ai divisé les données pour conditions, donc, et je les moyenné pour les points temporels. Donc, j'ai créé ces graphes, chacun pour rang, où j'ai indiqué toutes les conditions. Aussi, ensuite, j'ai moyenné les données à travers les 2 rangs. Donc, le résultat, j'avais pour chaque condition un array de dimension 339 pour 360. Avant de faire des analyses statistiques, j'ai contrôlé les postulats. Donc, j'avais des données indépendantes, une variable continue. Aussi, en utilisant la librairie SciPy, j'ai contrôlé les outliers. J'avais trouvé 3. Mais je ne l'ai pas enlevé pour une question de temps. J'ai aussi contrôlé la distribution des données. En particulier, j'ai visualisé la distribution liée à la région 0 pendant la condition de mouvement du pied gauche et avec la formule de Jacques Bera, j'ai trouvé que la distribution, c'est pas normal. Donc, j'ai aussi supposé que aussi pour les autres données, la distribution n'a pas été normale, mais pour une question de temps et pour avancer dans l'apprentissage, je n'ai pas effectué des transformations pour normaliser ça. Et donc,
je dois dire que dans nos conditions de recherche, de vraies recherches, il faut normaliser les données pour avoir des résultats qui ne sont pas biaisés. Donc, j'ai effectué un petit test et je voulais voir si pour chaque condition, les R étaient différents des zéros. Donc, mon hypothèse nulle était que l'activité cérébrale pour chacune des régions était égale à 0 et que mon hypothèse a été que l'activité cérébrale était différente à 0. Donc, j'ai exécuté un petit test simple en utilisant la librairie Stats. Ensuite, j'ai corrigé les résultats pour la méthode de Bonferroni, en particulier pour contrôler les faux positifs. Donc, j'ai visualisé les données à travers la librairie NiLearn. Donc, on voit que pour les mouvements des pieds, on a une activation surtout des aires motrices. Ça regarde les pieds droits et gauche. Aussi, pour les mouvements de main, on a une activation surtout des aires motrices et aussi pour les mouvements de la langue. Par contre, dans la condition du cue visuel, on a une activation surtout des aires visuelles. Bravo, Hilaria, c'est terminé déjà pour vous. Okay. Je dois malheureusement vous arrêter. C'est pas facile, bravo, vous avez cassé la glace. C'est presque terminé, donc seulement pour le futur. Et je voudrais seulement remercier beaucoup mon mentor Marie-Ève parce qu'elle m'a aidé beaucoup à apprendre Python et donc oui, je la voudrais remercier beaucoup. Donc, je laisserai la place à Caroline ou Marie-André pour poser deux questions rapides. Oui, rapidement, super intéressant. Oui, bravo pour ton projet, très, très impressionnant. Merci. On dirait que tu n'en avais jamais fait avant, pour de vrai, bravo. Petite question pour ma compréhension. Quand tu parles du signal zéro, c'est quoi précisément? C'est un contrôle, par exemple? L'absence de quelque chose? Ah, OK, le petit test. Donc, on a vu voir si donc, il avait effectivement des activations cérébrales liées à la condition. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une comparante à 0, parce que s'il n'avait pas d'activation, donc on avait des résultats égaux à 0 et donc pas d'activation. Mais si on avait des activations différentes de 0, donc on confirmait notre hypothèse. Et donc, on avait des résultats significatifs, dépendant de l'aire cérébrale, mais significatifs. Génial, merci. On n'a malheureusement pas le temps pour une autre question. Bravo, encore une fois, la glace est faite, c'est cassé. J'inviterai maintenant Berta Vasquez-Rodriguez à présenter. Donc, vous avez 7 minutes. Si je vais faire un signe de 1 minute à l'écran, je ne sais pas si tu vas me voir, Berta. Oui. Oui. Quand il me reste 1 minute, je vais lever ma main. Excellent. Donc, je laisse le temps d'ouvrir la porte. Can you see my presentation? Oui. Perfect. Yes. Bonjour, merci pour l'opportunité de parler des messages façonnés. Je m'excuse, mais mon niveau de français n'est pas suffisant pour faire toute la présentation en français, alors je parlerai en anglais. Well, this begins. But still to speak here. I've always worked in a dry lab, so I like doing simulations or data analysis. So it was really surprising for me when I learned how our dear wet lab scientists have to track and count cells. They have to do it by hand. And I think that this is a very important problem. And if we can find a way to automatize this thing, we can reduce the time to count cells. We can free biologists from counting to thinking in more interesting things. We can allow the increase of different experimental conditions. We can reduce the time for new discoveries that can go from basic science to the development of new drugs. And we can also improve the health and increase the life quality of at least each experimental scientist. So it's an important problem. And well, to find a solution, we need some data.
The data that I use come from the Kaggle 2018 Data Science Bowl. It's formed by 670 segmented images. And as you can see here, they can come from very different conditions of lighting, magnification, and they can even have different cell types. Each image comes with a set of segmentation masks. So, for example, for this image, we're going to have 7 different files, each one with a different cell that was identified in this way. So, we're going to have all these microscopy images, and our goal is to detect all the cells that are present in that image. The first solution could be do some image processing. If we have an original image, we do some magic of image processing that can of thresholding and clustering. And in that way, we can get this segmentation mask. And here you can see all the different colors are different detected cells. The problem is that if we apply that same magic to a different image, we're going to find something super weird, that it doesn't work. So this is a solution that is simple, but it's not general. And we want something more robust. So we go to the second solution, semantic segmentation using convolutional neural networks. So if we have an image and a set of classes, the goal is to label each of the pixels according to these classes. The good part about this neural network is that once they are trained, you can present a very different image with a very, I don't know, like a different color of cat, and the neural network is going to be capable of label each of the pixels according to these classes. So in our case, we're going to present all these microscopy images, and we want our network to tell us if it's a cell or if it's a background. The standard model to do this is the UNet. It was designed in 2015 to deal with some biomedical images, and it's divided into parts. In the first part, we have like this contracting path in which the network is going to learn what is contained in the image. In the second part, we have an expanding path, and in this one, the network is going to learn where are those classes located in the image. More details is that the model that I use is a non-trained brain imaging segmentation from PyTorch Hub, and this is the way I divided my dataset. So once we have our model trained, we can get some images from our testing dataset and put them in our model, and we're going to get a result. The results are going to be these output matrices. The thing is that here, each pixel is going to have a real value between 0 and 1. That is going to mark the probability of that pixel of being a cell or of being a background. But this is not our goal. Our goal was to say if a pixel is or a cell or a background, like just 2 values. So we need to apply a threshold. But we have to do it very carefully, because if the threshold is very low, then all our matrix is going to become a cell. If the threshold is super high, then our matrix is going to become background. So we need to find like that sweet spot. Now, how we do it? We establish a threshold, and then we measure the number of real cells that were predicted as cells and the number of background pixels that were predicted as cells. This is the true positives, and these are the false positives. We measure that, and we put it in a graph. Then we change the threshold, and we put again another point. In that way, we build up this ROC curve. The ideal model will be this one on the corner, in which all the cells are predicted as cells and all the background pixels are predicted as background. Unfortunately, our model cannot do that well, but we can find like a nice threshold over here that is very close to that model. So once we have the threshold, we apply it to our output, and now we get these predicted masks. Now we can compare the predicted mask with the empirical masks. Here is a confusion matrix, and here we see that with a probability of 95%, we can detect really well the background pixels and the cell pixels, which is a very nice number. Another way to measure the performance is through the Jaccard index. That this Jaccard index is proportional to the intersection between the real cell that is here in blue and the predicted cell that is here in red. And for this case, the index of similarity is 72%. So there's still a lot of room for improvement. We can explore the hyperparameters of space, we can change the model, we can change the loss functions. And once we tune like our model to a very nice point, we can use it to count the cell number, to study morphological changes in the cell, to do segmentation on 3D microscopy images, or to track cell migration. So really the applications of this, I think that can be very, very numerous.
I want to finish saying that, well, this was my first deep learning project. I am very happy with all the learning. And well, thanks to the organizers of this amazing initiative, and especially to my mentor, Catherine Bouchard, for all her help. And thank you for listening. Wow, bravo, Okay. Bertha. Good job. Thank you. We have time for questions. Est-ce que je peux y aller, Isabelle? Oui, bien sûr. Oui. Bravo, Bertha, c'est vraiment une excellente présentation. Est-ce que je peux y aller en français ou t'aimes mieux que j'y aille en anglais? Maybe for my brain, it would be better in English, please. Okay, so I'm nervous, so. That's a great presentation. It's a great project. It's really far from my expertise, so maybe my question would be a bit basic, but if you go back to the predicted cell and the real cell, how did you compare the two? So did you count by hand, like compare the two values to get to that number on the curve? No. Okay. To get this ROC curve? Yeah. Okay. So in this case, let's say that this white thingy, I'm sorry, because at the time I didn't say it, but this white is the real cell and the orange is the predicted cell. Yeah. So once we put the threshold, then we count the number of pixels that were in the white area. The number of pixels that were white and that there were orange in this. So this thing over here, all the pixels that are between this area are going to be counted as true positives because they were pixels that were really cells and were predicted as cells. And here we're going to count the number of pixels that were in the reality background pixels and they were predicted as cells, like false positives. So in that way, we would put this point over here. So it's all done by programming. Yeah. Not by hand, yeah. Yeah, no, imagine. Yes. We still have room for another question? If there is any from the audience. Go ahead, Sébastien. Great presentation. How did you compute the ROC curve? Because it's not my domain. I know what a ROC curve is, but I'm not sure how to compute it with images. So can you just walk me through? Sure. So once we have the output matrices, like these ones with probabilities, there is like a package of skitlearn. So I just apply that, but I know what you have to do is you flatten the matrices, like the predicted masks, and you have also the true masks. You flatten all of them, you concatenate them, so you have like a huge vector with all the matrices from all the images of your test data set. And then you just say to this library, do the magic, tell me what is the ROC curve and tell me the threshold. I mean, the theory behind is this, what I explained, but it's really easy with all these amazing libraries. Thank you very much, Bertha. Thank you. Thank you. Let's invite Claude Parent. C'est à votre tour. Ouvrez mon micro. OK, partager mon écran. OK. N'hésitez pas à peut-être me le dire quand je serai à 6 minutes. J'ai peur de ne pas vous voir. Est-ce que vous ne me voyez pas? Parfait, je vais vous interrompre à ce moment. OK, n'hésitez pas. Par respect de chacun. OK. Alors, merci d'être là pour cette présentation de mon projet que j'ai fait dans le cadre du 100 jours de randonnée. Oups, non, il fonctionne. Voilà. Voici le plan de ma présentation. D'abord, je vais vous présenter qui je suis, mon projet, le champ de bataille, parce que mon projet s'appelle David contre Goliath. Les objectifs, je vais présenter Goliath, plus longuement David. Ensuite, le combat et retour sur les objectifs. C'est plus un projet d'apprentissage personnel. Qui suis-je? Moi, je suis médecin spécialiste en gastro-entérologie à la retraite depuis 5 ans. Cette retraite-là m'a permis de me consacrer à mes autres passions, dont les mathématiques et l'informatique. Je suis inscrit au certificat en informatique. J'ai cependant seulement 3 cours de fait. Donc, je suis un randonneur atypique, je dirais. Heureusement, j'ai assez d'expérience en auto-apprentissage. J'ai été très pratique au cours de ce projet. Mon projet. Dans un monde croulant sous les données, les algorithmes modernes de machine learning sont des Goliaths. Moi, ils m'apparaissaient comme tel. Mon projet est de construire un humble algorithme de machine learning que j'ai baptisé David à partir de 0. Le champ de bataille
Et l'IMDb Dataset, qui a été proposé par mon mentor, c'est-à-dire 50 000 revues de films classées comme négatives ou positives. Ces revues sont déjà balancées, il n'y a pas de données manquantes, c'est un très joli dataset. Les objectifs. L'objectif de David, ce sera de mener le meilleur combat possible à Goliath. Les objectifs à moi, c'est d'initier à toutes les facettes de l'apprentissage automatique en construisant mon propre algorithme de classement de review de films. Je vous présente Goliath. À lui, tout est permis. Il peut utiliser toutes les librairies existantes, les algorithmes d'apprentissage automatique classiques, profonds, tout ce qu'il veut. Goliath a plus de restrictions. Interdiction à toutes les étapes du projet d'utiliser des librairies d'apprentissage automatique. Tout doit être codé en Python à partir de 0. C'est le défi que je me suis lancé. En gros, je me suis donné à peine un lance-pierre. David devra trouver et apprendre à utiliser ses armes. En fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu beaucoup des ateliers, des recherches Internet en informatique, en apprentissage automatique. J'avais très peu de concepts d'apprentissage automatique et en mathématiques. Avant la construction, il a fallu faire une bonne analyse du champ de bataille, soit une bonne analyse exploratoire. 2 points importants sont ressortis. D'abord, que les mots, on devrait oublier leur sens, et travailler avec leur présence en les convertissant en chiffres, et que les reviews elles-mêmes seraient plus des listes de mots ou, disons, des listes de chiffres. Les étapes de la construction de David, rapidement. D'abord, des méthodes pour nettoyer et préparer les reviews, j'ai dû coder. Ensuite, pour chaque mot, étudier chaque mot, David devait être capable de construire une bibliothèque de mots avec toutes les statistiques se rattachant à chaque mot et devait aussi être capable de construire une bibliothèque de mots choisis. Car c'était très important de ne retenir que les mots pertinents pour avoir une bonne prédiction. Par la suite, dans chaque review, chaque mot a été remplacé par sa probabilité d'apparition dans une revue négative ou positive. Ensuite, j'ai pris le logarithme du rapport entre ces probabilités pour nous permettre de faire la prédiction. Je sais que ça va un peu vite, mais 7 minutes. Hein. Alors, la prédiction, si le logarithme est inférieur à 0, c'est positive. Si c'est supérieur à 0, c'est négatif. Beaucoup de théorèmes de Bayes là-dedans. Et ensuite, il y a une autre notion de couche à laquelle je vais revenir un peu plus tard. Mais d'abord, reparlons un petit peu de la notion de choix de mots. Choisir les mots est une étape très importante dans mon algorithme. On ne voulait pas de mots qui étaient distribués aléatoirement entre les critiques négatives et positives, car elles ne nous auraient pas permis de discriminer l'une et l'autre. En fait, la meilleure façon de voir qu'un mot n'était pas aléatoirement distribué était d'utiliser un intervalle de fluctuation. Ça a pris un bon bout de temps avant que je trouve ça. J'ai passé par plein de labyrinthes avant. La probabilité d'apparition d'un mot, en fait, si on veut, si la probabilité d'apparition d'un mot dans une review négative est en dehors de cet intervalle, l'hypothèse est que le mot soit réparti aléatoirement entre les reviews et rejeté avec un risque de 5 %. Le mot devient alors intéressant, car il n'est pas distribué aléatoirement. On le met dans la bibliothèque de mots choisis, puis il sera utilisé par le modèle avec toutes les données qu'on lui a attribuées dans cette bibliothèque-là. J'ai mis aussi d'autres hyperparamètres là-dessus dont on pourra parler plus tard. Ça nous donne un peu la distribution des mots. Voici le résultat de mon algorithme sur 40 000 reviews de films. On voit que si le log est à 0, l'algorithme performe de façon médiocre, à peine une prédiction qui est à 0,5. Par contre, si la distance entre le 0, distance de 0 augmente, mettons qu'on le met à 20, alors il devient à peu près 100 % efficace pour prédire une exactitude de 100 % pour prédire la critique. Ça m'a donné une autre idée, l'idée de couche. En fait, on voit que distance à 0, prédiction à 50 %, donc pile ou face. Mais plus on s'éloigne de 0, plus la prédiction d'exactitude augmente pour atteindre presque 100 % lorsqu'on atteint à peu près 20 de chaque côté. Par contre, plus on s'éloigne, moins il reste de data. Comme ici, si on se met à 20, il reste juste ça et ça de data de review qu'on teste. J'ai donc agrémenté mon algorithme d'une notion de couche. Après la première couche, je gardais ce qui était en dehors. Ici, j'ai choisi 10 comme hyperparamètre. Et ce qui était au centre, je le repassais dans mon algorithme, se disant qu'il y avait peut-être des éléments là qui avaient été dilués dans le 40 000 et qui maintenant, on pourrait peut-être faire ressortir et augmenter la performance de l'algorithme. Et on voit le passage d'une couche à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. En fait, je me suis beaucoup amusé là-dedans. OK, on va y aller. Donc, le combat. Goliath. J'ai eu le droit d'utiliser une foule de d'algorithmes
pour une exactitude, la meilleure que j'ai trouvée, et Yacine Marouane, mon mentor, a essayé des algorithmes préentraînés et a trouvé la même chose, 0,90. Mon David a réussi à faire 0,88 et une autre version que je n'ai pas eu le temps de vous présenter, quand même pas trop vite, 0,89. Donc, mon David a été battu. Il ne peut pas gagner à toutes les fois. Retour sur les objectifs. Donc, David a combattu avec honneur, il a rempli son objectif. Et moi, ça a été toute une initiation. Je vous dis que j'ai rempli le mien. Les plus grands défis, ça a été de réussir à arrêter quand je travaillais et surtout de faire cette présentation-là en juste 7 minutes. Ouais, alors, mon objectif dans le futur, passer d'apprenti sorcier à sorcier expérimenté avec des cours, des stages, etc. Et remerciement à Marouane Yacine, qui a été un guide magnifique, et à toute l'équipe. Bravo, Claude. 6,55. Oh, je peux continuer? C'est ça. Vous avez 2 minutes pour les questions. Je suis brûlé. Marie-André, Caroline, ou le public, des questions? C'est trop clair. Ben, moi, je veux juste dire que c'est vraiment impressionnant d'avoir fait son propre algorithme pour qu'on peut comprendre comment ça marche et que ne pas se limiter à ce qui est dans les librairies. Bravo. Félicitations, c'est vraiment cool. En tout cas, c'était excellent pour regarder, on voit les différentes méthodes pour réussir à comprendre tout ça. Mais vous parlerez à ma blonde à l'avant-haute que la randonnée finisse. Parce que ça prend du temps. Vous avez des beaux commentaires dans le chat aussi. Oh, ben, je vais aller voir ça. Merci beaucoup. Gros bravo. Avec la comparaison, c'est hyper complet. Très, très le fun à voir, en fait. De comparer le David au Goliath, c'est très complet. Bravo. Ça me fait plaisir. Beau changement de carrière. On va continuer. Si vous avez des idées à me donner, gênez-vous pas. Parfait. Si on n'a pas plus de questions parce que c'était très clair, poursuivons. Je vous rappelle aussi que j'ai mis le formulaire pour pouvoir voter en haut. Je vais aussi le remettre à la fin. Même si vous n'avez pas assisté à toutes les présentations, vous pouvez voter. Donc, allons-y sans plus tarder avec Shafik Dissou. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis partagé à mon écran qui est juste là. Est-ce que vous voulez que je vous dise qu'il reste 1 minute ou je fais un signe de la main? S'il vous plaît. S'il vous plaît, lequel? Oui, s'il vous plaît. Excusez-moi. Dites-le moi. OK, parfait, merci. Ouais. Et c'est parti. Bonsoir, merci d'être présent avec moi ce soir. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager les résultats de mon projet. Donc, je m'appelle Shafik Dissou, je suis pharmacien en milieu hospitalier, puis j'aime vraiment toucher à tout. Dans les dernières années, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était programmation, nouvelles technologies, par application dans le domaine de la santé. Donc, le projet de Livado de randonnée a été une super belle occasion pour moi de développer mes compétences en programmation, puis aussi de toucher un premier projet en apprentissage profond. Ce qui m'avait beaucoup fasciné, c'est tous les modèles qui permettaient de prédire des maladies de la rétine avec des résultats qui étaient similaires à ce que les ophtalmologues pouvaient faire, puis même dans certains cas meilleurs. Donc, j'ai décidé de déconstruire ces modèles-là pour essayer de comprendre un peu mieux comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Excusez-moi. Donc, je suis tombé sur un jeu de données sur Kaggle qui contenait au-dessus d'une centaine de milliers d'images de rayons X pulmonaires de 31 000 patients. On avait des informations par rapport à l'âge et le sexe des patients aussi, ainsi que le type de vue. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi est-ce que c'est important. Toutes les classes étaient étiquetées à l'aide de traitements automatiques du langage par un modèle qui avait été fait par les auteurs. Donc, dans le jeu de données, toutes les classes qui étaient disponibles, on en avait une quinzaine au total. Donc, ça allait de la cardiomégalie à des masses pulmonaires, des emphysèmes aussi. On avait aussi des images où il n'y avait pas d'anomalie quelconque. Donc, évidemment, qu'un patient va se présenter à l'hôpital, il ne va pas simplement avoir une pathologie possible, il va en avoir plusieurs. Donc, on est face à un problème de classification multiclasse où on doit essayer de prédire toutes les différentes anomalies qu'on va pouvoir trouver. Ici, on retrouve une consolidation, une effusion, une infiltration ainsi qu'une masse pulmonaire. Donc, j'ai décidé de travailler avec toutes les données des patients qui avaient plus que 18 ans. Des fois, il y avait des entrées qui semblaient être problématiques, à savoir un âge de 411 ans. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Donc, quand je voyais que l'erreur était claire, je la changeais ou autrement, quand c'était plus ou moins clair, j'enlevais cette donnée-là. Au niveau de la taille des ensembles d'échantillons, j'y suis allé avec ce que les auteurs nous donnaient là, parce qu'il y avait déjà des listes qui étaient préfaites. Donc, si on inspecte un peu plus le jeu de données, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un déséquilibre qui est quand même assez franc entre les différentes pathologies. Il y a vraiment plus d'images qu'il n'y a rien qui est détectable. C'est sûr que ça amène des problèmes au niveau de l'interprétation, au niveau des résultats du modèle, mais je parlerai un peu des différentes tactiques qui ont été utilisées pour
pouvoir contourner ça. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment plus, comme je disais, là, ici, quand il n'y a pas d'anomalie, c'est presque la moitié des différentes pathologies qui peuvent être retrouvées. Quand on regarde au niveau des âges, on a une courbe qui semble quand même gaussienne, puis on a un léger déséquilibre au niveau de la répartition entre les genres et entre les vues aussi. Pourquoi est-ce que c'est important d'en tenir compte? C'est qu'au niveau du genre, par exemple, si il y a une disparité entre un homme ou entre les hommes et les femmes par rapport à une certaine pathologie, il ne faudrait pas que le modèle apprenne certaines caractéristiques de l'image. Par exemple, pour les femmes, on peut voir les poitrines qui vont être présentes sur le rayon X. Donc, on voudrait éviter ça. Donc, c'est important d'en prendre compte dans le modèle. Puis, au niveau de la répartition des vues, c'est qu'il y a certaines vues qu'on va avoir le film de la radiographie qui va être devant le patient, d'autres qui vont être derrière. Donc, c'est sûr qu'on a une information de profondeur qu'on ne veut pas oublier dans l'interprétation du modèle. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte. Donc, au début, j'ai moi-même créé mon propre réseau de convolution pour pouvoir comprendre comment est-ce que ça fonctionnait. Puis par après, j'ai décidé d'y aller par apprentissage, par transfert, en prenant l'architecture d'un ResNet 50 qui était modifié. ResNet 50 qui est un des meilleurs modèles qui avait performé sur ImageNet. Donc, j'ai transformé de 3 façons. La première, c'est qu'au lieu d'avoir 3 canaux, donc pour 3 couleurs différentes, le RGB, considérant que c'est des images qui sont en noir et blanc, je suis allé avec un canal seulement. Au niveau des couches pleinement connectées, à la fin, j'ai ajouté 3 entrées pour les différents paramètres dont j'ai parlé, donc l'âge, le sexe et la vue. Et j'ai ajouté aussi 2 couches pleinement connectées pour pouvoir bien intégrer ces informations-là dans le réseau de neurones. Puis à la fin, évidemment, j'ai modifié le nombre de sorties, donc à 15 plutôt qu'à 1000, considérant qu'on avait juste 15 classes qui peuvent être prédites. Il y a un facteur de pénalité qui a été ajouté au niveau de la fonction de perte, juste pour éviter que le modèle ne fasse qu'apprendre des zéros, considérant que c'est surtout des zéros qui étaient présents là, dans les différentes prédictions. Et au niveau des seuils de décision, généralement, c'est 1,5 qu'on va prendre quand on a un jeu de données qui est équilibré, mais dans ce contexte-là, considérant que ce n'était pas équilibré, je suis allé avec les meilleurs seuils que les courbes ROC nous donnaient. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la courbe de fonction de perte là, pour l'entraînement, pour les ensembles d'entraînement et les ensembles de validation. Oui, il y a juste 10 époques, mais considérant qu'on a presque 100 000 images, juste 10 époques, ça prenait 4h30. Puis avec Colab Pro, on a quand même des limitations au niveau du nombre de temps. Mais ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de surentraînement. Donc, on peut quand même bien extrapoler ces données. Puis ici, on voit les courbes là, au niveau des différents scores de performance, ça l'augmente un petit peu. Ça, c'est les courbes ROC pour les ensembles d'entraînement, les ensembles de validation, puis aussi l'ensemble test, on voit la courbe ROC. Puis ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les différents métriques. Donc, le recall, la sensibilité, en fait, nous permet de dire que tous les vrais positifs, donc tout vraiment ce qui a été bien classé, tout ce qui est une anomalie a été bien classé comme vraiment une anomalie et pas comme un faux négatif. Donc, on veut vraiment qu'il soit bien, que la sensibilité soit élevée pour pouvoir s'assurer qu'on ne manque pas de maladie. C'est sûr qu'avec la version actuelle du modèle, présentement, la précision n'est pas super bonne. Qu'est-ce que c'est que la précision? C'est une mesure qui nous dit si on a beaucoup de faux positifs. Là, avec la façon que le modèle est, c'est sûr qu'on a beaucoup de faux positifs, mais il y a quand même beaucoup d'améliorations qui peuvent être faites avec le modèle. Si on avait à l'utiliser dans l'état actuel, je pense que ce serait plus un outil d'aide à la décision qu'un outil pour remplacer un radiologiste. Pourquoi un outil d'aide à la décision? En fait, c'est que ça pourrait aider pour pouvoir prioriser, par exemple, toutes les images qui devraient être utilisées. Par exemple, si on a 100 ou 1000 rayons X à classifier par un radiologue, le modèle pourrait dire, OK, par exemple, ici, il y a une masse, ici, il y a une cardiomégalie, peut-être qu'on aurait dû les passer en premier avant une radiographie ou qu'on sait qu'il n'y a rien. 50 secondes. Merci beaucoup. Donc, ouais, il y a beaucoup d'améliorations qui pourraient être faites, ne serait-ce que de diminuer le déséquilibre entre les données, de pouvoir faire des modèles séparés, peut-être entre les types de vues, avoir des classes activation map, un genre des couleurs qui viendraient nous dire où est-ce que la décision a été prise par le modèle, parce qu'en tant que clinicien, on essaie de pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'une décision est prise, avoir plus d'informations aussi sur les images, puis faire un meilleur tri, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui n'étaient pas super belles, mais je n'ai pas passé à travers les 100 000, évidemment, par faute de temps. Donc, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai apprises à travers ces semaines-là, ne serait-ce que de bâtir un réseau de neurones convolutifs de zéro, de travailler avec des architectures qui sont déjà établies, avec la librairie PyTorch, avec un GPU aussi, créer avec un jeu de données qui est déséquilibré, ce n'est pas quelque chose qui est évident, mais je suis quand même content d'avoir eu cette opportunité-là, puis aussi de travailler avec les différents scores de performance. Donc,
Avant de terminer, j'aimerais vraiment beaucoup remercier Frédéric Paradis, qui est mon mentor. Sans lui, je pense que je n'aurais pas pu terminer ce projet-là. Donc, un grand merci à lui, puis aussi à toute l'équipe de Ivado, donc Barbara, Oriane et tous les instructeurs qui nous ont accompagnés à travers ces semaines-là. Ça a fait de cette expérience-là vraiment une expérience merveilleuse. Donc, merci de m'avoir écouté. Excellent. Merci beaucoup, Shafik, pardon. Et, oui. Pour des gens qui font des travaux transversales, là, qui ont des jobs qui sont transversales à ça, je trouve que c'est extraordinaire. Je ne vais pas prendre de votre temps pour les juges, pour les questions. Petite question super rapide, très, très intéressant. Quand tu nous parlais que tu avais repris ResNet 50, mais que tu avais ajouté des composantes, est-ce que tu as fait plusieurs tests avec différents sets de composantes ou c'était celui-là, en fait, l'unique? Je l'avais essayé juste sans les différents features, ouais. Puis juste avec, dans le fond, une couche connectée avec 15. Puis finalement, quand j'ai rajouté les différents features, c'est là que j'ai vu que la perte était vraiment plus petite, puis il y avait vraiment des meilleures métriques. Ah, OK, génial. Donc, il y avait un avant-après. Oui, il y avait, ouais. C'est bon, merci. J'ai peut-être juste un commentaire. Vraiment belle présentation, Shafik. C'est super intéressant. À l'hôpital Montfort, on a un projet qui ressemble à ça en collaboration avec l'Université de Moncton qui, eux, ont développé un algorithme pour des rayons X aussi, pour la COVID. Et j'aime ce que tu as dit, là, que c'est un aide au diagnostic et non pas un outil diagnostic, mais je pense que c'est le genre d'outil qui va vraiment supporter les cliniciens dans le futur et aider. Donc, bravo à toi, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Félicitations encore, Shafik. Donc, maintenant, on va laisser la parole à Luc. Excusez-moi, mon Dieu, c'était vraiment le temps. Donc, est-ce que, Luc, tu es prêt? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. OK. Alors, vous pouvez me faire signe quand il resterait 1 minute. OK. Alors, bonjour, je m'appelle Tianyu ou Luc, vous pouvez m'appeler Luc aussi. Je suis étudiant de médecine à l'UDM et stagiaire au CRCHUM. Et puis, mon projet durant les 100 jours de randonnée est intitulé « Objets connectés et intelligence artificielle, prédiction de crise d'épilepsie à partir du sommeil ». Alors, qu'est-ce que l'épilepsie? C'est un trouble neurologique qui est caractérisé par une survenue de crise d'épilepsie récidivante et spontanée. Au Canada, ça affecte près de 1% de la population. Et chez les personnes atteintes d'épilepsie, la nature imprévisible des crises est une source de stress et d'anxiété importante. Et donc, ça motive les efforts de développer des algorithmes fiables et accessibles pour la prédiction de crise. Ensuite, l'objectif de mon projet était donc de développer un algorithme permettant de prédire les journées de crise à partir du sommeil. Pourquoi le sommeil est un biomarqueur intéressant à étudier? C'est parce que les privations de sommeil sont connues pour pouvoir provoquer des crises. Et donc, on penserait qu'une diminution de l'efficacité du sommeil durant la nuit précédente pourrait provoquer des crises le lendemain. Et puis, le sommeil peut aussi être mesuré de façon non invasive avec des objets connectés, ce qui rend ce biomarqueur intéressant pour les patients à long terme. Donc, pour atteindre mon objectif, je pensais que j'avais besoin de nouvelles connaissances. C'est pourquoi je me suis inscrit aux randonnées. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'accompagnement personnalisé avec le mentor qui a pu me donner beaucoup de points d'amélioration et de correction. Alors, mon jeu de données, l'objet connecté qu'on a utilisé à l'hôpital était le chandail intelligent ExoSkin que vous pouvez voir à gauche. On a recruté 47 patients qui ont porté le chandail durant leur hospitalisation. En tout, on avait 298 nuits d'enregistrées. Chaque nuit a été séparée en 2 catégories, donc soit pré-crise ou non pré-crise. Une nuit pré-crise est une nuit qui est suivie d'une ou de plusieurs crises d'épilepsie durant les 24 heures après l'éveil. Ça a été annoté par les neurologues avec la vidéo EEG. Et donc, j'avais une problématique de classification binaire. Les données étaient sous forme tabulaire. Vous pouvez voir ici le data frame que j'avais. Il y avait une colonne pour l'identifiant de chaque patient
et ensuite 10 colonnes de caractéristiques en tout, donc 3 cardiaques et respiratoires durant la nuit et 7 caractéristiques de sommeil, comme le temps passé en différents stades de sommeil, la latence au sommeil, l'efficacité du sommeil et les mouvements. Donc, les données ont été réparties en ensemble entraînement et test. Dans l'ensemble d'entraînement, j'ai fait une validation croisée pour la sélection de l'algorithme à utiliser. Et puis ici, j'ai fait une évaluation par patient, c'est-à-dire que les nuits de chaque patient étaient soit dans un groupe ou dans l'autre. Donc, on avait 39 patients dans le groupe entraînement, puis 8 patients dans le groupe test. Ça permettait de réduire le biais relié à l'évaluation de la performance du modèle. Pour le pré-traitement des données, j'ai fait une standardisation code Z pour chaque patient. Et finalement, pour sélectionner les caractéristiques, j'ai fait une analyse statistique pour évaluer le niveau de corrélation entre les 10 caractéristiques. Et dans ce cas-ci, comme aucun des caractéristiques était corrélé, j'ai conservé tous les 10 caractéristiques à utiliser. Et aussi, finalement, il y avait l'optimisation des hyperparamètres avec un grid search. Alors, voici les résultats de différents algorithmes que j'ai testés durant la validation croisée. Vous pouvez voir les performances de l'air sous la courbe à droite. Dans ce cas-ci, c'était la machine à vecteur de support avec le noyau RBF qui avait la meilleure performance. Une air sous la courbe moyenne de 0,63 que j'ai ensuite utilisé dans le groupe test qui était composé de 8 patients. Vous pouvez voir les performances ici avec la courbe ROC. Donc ici, on a des résultats qui sont peut-être pas très performants, mais en fait, dans la littérature, la prédiction de crise d'épilepsie, c'est un défi qui est assez difficile. Et ici, les résultats sont assez prometteurs pour une exploration plus à long terme à domicile. Donc, ce seraient les prochains objectifs du projet. Alors, parmi les apprentissages que j'ai faits durant la randonnée, il y en avait plusieurs, mais les deux qui m'ont surtout marqué, c'était l'utilisation du groupe K-Fold, de la librairie Scikit-Learn pour la répartition des données. Donc, comme j'avais mentionné plus tôt, avant, je faisais seulement un Stratified K-Fold, mais ici, ça permettrait de mieux évaluer la performance du modèle en diminuant le biais associé et aussi de faire une analyse statistique pour la sélection de caractéristiques. Et j'aimerais remercier mon mentor Étienne pour son accompagnement à chaque semaine. Aussi l'équipe randonnée et 2022 et aussi mes superviseurs au laboratoire, Élie Boissy et Dr. Humed. Alors, c'est tout pour ma présentation. Merci de votre attention et je vais prendre vos questions. Bravo, belle présentation. Moi, j'ai une question. Est-ce que 100% des données que tu as utilisées sont des patients qui sont épileptiques? Oui, c'est bien cela. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Tu as montré, c'est comme une camisole ou un chandail qui vous permettait d'enregistrer les données. Puis, quelle est la quelle est la longueur ou la durée d'enregistrement que tu analysais ou que tu as besoin pour faire ce genre d'analyse? Okay. Donc, les données sont enregistrées dans le boîtier avec la lettre B ici. Chaque boîtier a une durée de vie d'environ 30 heures. Ensuite, il faudrait le recharger. Donc, mais ici, c'était surtout les données durant la nuit. Donc, une nuit, environ en moyenne, c'est 8 heures de sommeil. Donc, le patient pourrait le rebrancher à chaque nuit et le charger à chaque journée. Puis, merci. Donc, j'imagine que ça, les gens pourraient, comme tu l'as mentionné, l'apporter à la maison et vous pourriez avoir plus de données sur une plus longue période. Donc, d'avoir des données un peu plus longitudinales permettrait d'avoir une meilleure précision. Parfait. Oui. C'est super intéressant. Merci. Merci. Tu vois qu'Étienne a sa main levée. Oui, ma question rentre un peu comme la dernière question posée. C'est un peu sur l'aspect longitudinal parce que dans les études faites ou alors les analyses faites, on se base uniquement sur la nuit précédente. Est-ce que à long terme, vous envisagez tenir compte d'un historique de sommeil
pour pouvoir évaluer ou prédire le fait qu'une personne présente un cas d'épilepsie ou pas? Ou encore, est-ce que la notion temporelle ne serait pas un facteur ou un atout pour pouvoir prédéterminer ce facteur-là? C'est quoi la question? Si je comprends bien, c'est que on veut évaluer s'il y aura une accumulation de diminution de sommeil durant plusieurs jours. Donc, dans la littérature, ça a été exploré. On utilisait plutôt un algorithme d'apprentissage profond, comme un LSTM, qui permettrait d'avoir une mémoire d'une semaine environ. Donc, c'est vraiment intéressant à explorer. Oui. Merci, super. Merci beaucoup, Luc. Merci. Belle présentation. J'aimerais ça l'essayer. Je ne suis pas épileptique, mais il me semble que je ne dors pas bien, là, voir mon sommeil, bien que ça soit déjà, comme tu disais, avec des petits appareils non invasifs. Là. À suivre. Bravo. Emmanuel, est-ce que vous êtes prête? Oui. Oui, je suis prête. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit votre écran. Est-ce que vous voulez que je vous dise de vive voix qu'il vous reste 1 minute ou vous préférez que je vous fasse un signe de bonjour? Vous pouvez me le dire de vive voix. Je vais me partir un chronomètre puis je vais oublier de le regarder. Fait que ça... Excellent. Donc, c'est parti. Alors, moi, ma randonnée s'est passée partiellement ou virtuellement à vélo et elle porte le titre « L'art de changer de place sans perdre les pédales ». Vous allez comprendre pourquoi en cours de route. Alors, quand je me suis inscrite, j'étais chargée d'enseignement en mathématiques et statistiques et quand j'ai vu la publicité du randonnée, je me suis dit « Voici l'occasion de devenir aussi bonne que mes étudiants ». Alors, c'était une mise à jour en sciences des données. J'en savais déjà un petit bout, mais il manquait la portion Python. Tu sais. Puis moi, j'étais plus habituée en R. Et puis, je dois vous avouer que la partie informatique, puis tout ce qui est réseau de neurones, etc., j'étais moins familière avec ça. L'apprentissage automatique, machine learning, je savais les grandes lignes, mais j'avais envie d'approfondir. Alors, c'était hors des heures de travail. C'était un coût massivement raisonnable. Il n'y avait pas de travaux d'équipe évalués. C'était fait pour moi. Alors, je me suis fait une liste d'objectifs que je qualifierais de Tour de France à cette étape, c'est-à-dire de devenir quasiment une experte dans tous ces domaines. Alors, j'ai commencé ultra motivée. J'ai fait plein de corbites dans le temps des fêtes en janvier. Même mon chum ne pouvait pas s'empêcher de m'en parler de temps en temps avec ses petites blagues. Ensuite, je me suis trouvé un jeu de données. Je n'avais pas vraiment un jeu à moi. Je ne suis pas chercheuse. Donc, j'ai pris un jeu de données que j'ai trouvé sur le site de New York City, la compagnie City Bike, qui est un site de vélo partage où il y a beaucoup de données ouvertes, dans le fond, de jeux de données disponibles. J'ai été inspirée d'un article de, je pense, ici pour leur donner au moins le crédit, de Towards Data Science, où on présentait ce jeu de données-là à travers une introduction à Python, en fait. Fait que je trouvais que c'était parfait pour moi pour commencer, étant donné que je n'avais aucune idée de ce sur quoi j'allais me baser. Alors, le jeu de données, je n'ai pas pris le même mois que dans l'article, puis j'ai changé un peu certaines choses, mais on a donc pour chaque déplacement de vélo partage durant un mois, la date et l'heure du début et de la fin du déplacement, donc la durée fait aussi partie, même si on aurait pu la calculer. On a la station de départ et d'arrivée, ainsi que la longitude et la latitude de chacune de ces stations. On a un numéro d'identification pour chaque vélo et quelques caractéristiques sur les usagers. Donc, on sait quand même si l'usager est un membre ou non. On connaît son année de naissance, ce qui m'a quand même surpris, et son genre. Et on a donc dans un mois environ 2,5 millions d'observations, donc de déplacements, et une quinzaine de variables, ou de features en portugais, comme on dit souvent dans
le domaine. Alors, j'avais plein de questions de recherche qui pouvaient me venir, mais celle qui m'apparaissait évidente, c'était la durée et la distance d'un déplacement typique, peut-être l'heure de la journée où c'est le plus populaire, peut-être essayer d'élaborer une petite vitesse à travers à laquelle les gens se déplacent et un certain profil des usagers. J'avais aussi l'intention de comparer la situation avec celle de Montréal, parce qu'il y a des données ouvertes aussi sur le site de Bixi, mais on n'a pas le même nombre de variables. Donc, on n'a pas d'informations sur l'usager. On n'a pas non plus d'identifiant du vélo dans les données de Bixi. Donc, la structure des données varie un peu. On ne peut pas faire la même chose. Mais surtout, j'ai changé de travail en plein milieu du randonnée. Et donc, ça faisait 19 ans que j'étais à l'Université Laval. Mon agenda s'est retrouvé complètement chamboulé, mais je voulais continuer à faire le randonnée. Fait que j'ai un petit peu été obligée de mettre ce projet-là de côté, mais j'ai continué à assister aux ateliers et quand même, alors j'ai dû réviser mes objectifs, disons-le. Et je me suis dit que si j'apprenais quelque chose, ça serait déjà vraiment beau. Alors, je me suis mise quand même de mon mieux. J'ai surtout assisté aux ateliers, mais j'ai quand même poursuivi mon étude des données de CityBike. Et donc, j'ai appris que la durée médiane de déplacement est d'environ 14 minutes. C'est sûr qu'il y en a qui vont très, très loin. Il y en a qui sont sur 9 jours de déplacement. Alors, on suppose peut-être que les vélos ont été égarés, mettons. Mais si on fait un petit nettoyage de données, on a une durée de 14 minutes de déplacement. Donc, c'est vraiment fait pour le transport en commun et non pour les balades de loisirs. On a une distance moyenne parcourue de 3,2 km. Et ça, c'est une approximation que j'ai faite de façon rectangulaire parce qu'eux, dans le fond, on n'a pas la vraie distance. On sait pas, on n'a pas un suivi GPS du vélo pour voir comment il se comporte. On sait juste l'arrivée, le point de départ et l'arrivée. Et dans l'article, on faisait une distance à vol d'oiseau, ce que je trouvais un peu... il me semble qu'à New York, je trouvais que la distance rectangulaire serait un meilleur représentant. Il y avait aussi pas mal de zéros dans les distances. Hein. Quand on y pense, il y a plein de gens qui reviennent au même point avec leur vélo. Donc, peut-être 1%, disons, des distances. Alors, 3,2 km, c'est lorsqu'on enlève les zéros. Ensuite, si on regarde l'heure de départ, on se rend compte que, évidemment, de minuit à 4 heures du matin, il n'y a pas grand monde qui prenne un vélo, mais plus ça avance dans la journée, on a un pic autour de 7 heures. Moi, je m'attendais à avoir 2 pics, que les gens aillent travailler en vélo et qu'ils reviennent travailler en vélo. Mais il y a pas mal plus de monde qui reviennent en vélo, j'imagine, pour avoir accès à leur douche. Une minute. Oui, merci. Et puis donc, il y aurait eu une belle question, justement, que je n'ai pas eu le temps de traiter, mais sur le nombre de déplacements qu'on doit faire à l'aide d'un camion pour ramener les vélos et équilibrer les stations. Je n'ai pas eu le temps de faire celle-là. La fin de semaine est presque autant utilisée que la semaine, donc peut-être un peu de loisirs. Et on voit qu'il y a 2/3 des gens qui sont des hommes, 3/4 qui sont des abonnés. L'âge médian est de 30 ans. On voit que les abonnés roulent un petit peu plus vite. Et là, je travaille maintenant pour le RTC. Ça va donc me donner une chance d'étudier les données de Avelo, qui est un service de vélo partage que je vous invite à essayer si vous êtes à Québec ou si vous venez nous voir. Donc, 400 vélos à assistance avec 40 stations dès cet été. Ça va être un des beaux projets. Et surtout, finalement, j'ai fait cet exposé non pour vous impressionner avec mes données, mais surtout pour rendre hommage finalement au travail des gens de Oriane et tous ceux qui ont travaillé, les noms m'échappent, là, je suis trop pressée, mais pour vous dire merci de votre beau travail. Merci à Sébastien Boisvert qui était mon mentor et on a eu bien du fun au 5 à 7. Nous autres, c'est le vendredi à 4 heures, fait que c'était bien plaisant nos rencontres de mentorat. Excellent. Ben, merci beaucoup, Emmanuelle. Merci à tous. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Emmanuelle? Est-ce qu'il y en a qui viennent au travail en vélo pour augmenter ses stats? Bien, s'il n'y a pas de question, peux-tu expliquer, Emmanuel, c'est quoi la distance rectangulaire? Oui, la distance rectangulaire, dans le fond, c'est la distance horizontale plus la distance verticale, finalement. La différence, donc, quand on fait le changement en longitude plus le changement en latitude, une fois, bien sûr, qu'on a ramené les degrés en kilomètres.
Donc, c'est plutôt d'y aller un peu comme on suit les rues, hein, en se déplaçant à l'horizontale et à la verticale plutôt que se déplacer en ligne à vol d'oiseau, comme si on pouvait passer par-dessus les édifices. Il y a à Montréal aussi là, qu'il y a je vois souvent là, à Verdun, là, les camions là, pour ramasser des vélos, déplacer des vélos, parce qu'effectivement, il y a certainement une corrélation avec tes données, que les gens viennent en vélo, reviennent en métro. On passe toujours avec des bonnes intentions peut-être. Puis, c'est plutôt le contraire. Dans le ouais, fond, c'est ils ça. viennent en métro, puis ils reviennent Peut-être que c'est pour pas avoir chaud. Ça ferait du sens. Pas arriver au travail détrempé. Fait cocasse sur ça. À l'UDM, il y avait une station Bixi en haut, mais le monde faisait que la prendre pour descendre. Puis, ça coûtait trop cher de toujours les ramener, donc ils l'ont envoyé parce que personne ne voulait monter la côte en Bixi. Ah! Ben, c'est ça. Merci pour l'anecdote. Et effectivement. Félix, est-ce que vous êtes prêt? Oui, donc je vais partager mon écran. Oui. Félix, est-ce que je t'interromps de vive voix ou je te fais un signe pour dire qu'il te reste 1 minute? S'il vous plaît, m'interrompre. Je pense que ça va me sortir de ma bulle. Parfait. Prédiction de la santé des vaches laitières grâce à l'analyse du lait par spectroscopie infrarouge. Exactement. Donc, tout le monde voit bien mon écran? Oui. Super. Donc, bonjour tout le monde. Donc, on vient de voler le punch, là, mais c'est ça ma présentation aujourd'hui. Va porter sur la prédiction de l'acidose ruminale subclinique, qui est une maladie là, de la vache laitière, grâce à l'analyse du lait des animaux. Donc, une courte présentation. Là, moi, je suis présentement étudiant à la maîtrise en sciences animales à l'Université Laval. Puis, donc, mes intérêts là, de recherche sont la production et la transformation laitière de précision, la santé des vaches laitières et puis les composantes du lait. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui les données que j'ai récoltées lors de mon projet de maîtrise. Puis, je tiens quand même à mentionner là, que j'avais un petit peu d'expérience sur R, mais le machine learning, c'était vraiment, j'étais un néophyte en la matière. Donc, j'ai vraiment tout appris là, au cours de la randonnée. Donc, je pense qu'on n'est pas tous là, familiers avec le domaine, donc je vais quand même prendre quelques petites secondes pour introduire la production laitière au Québec. Donc, juste vous mentionner que c'est une industrie qui est bien vivante. Il y a près de 5000 fermes au Québec qui génèrent là, des milliards de dollars là, en vente de lait, puis ça génère plus de 80 000 emplois au Québec. Ici, je vous présente simplement un graphique pour vous montrer que le lait qui est produit par vache là, sur la période d'1 an est en constante évolution là, depuis le début du 20e siècle. Et ici, la même figure, là, une figure différente qui dit un peu le même message. Là, on voit que le nombre de vaches diminue là, depuis les années 60 de manière assez drastique, mais la quantité de lait qui est produite reste constante. Donc, ça nous dit que la vache laitière, c'est vraiment devenu une Formule 1 de production. Puis, comment on a fait pour amener la vache à un tel niveau de production? Eh bien, c'est notamment par toutes les données là, qui est possible de récolter là, en production, que ce soit par les systèmes de traite, l'analyse du lait ou différents capteurs que les animaux peuvent porter, notamment un collier, qui nous aident là, à améliorer la production puis à rendre les vaches encore plus productives. Donc, maintenant, l'acidose ruminale subclinique, c'est le sujet de ma présentation. Eh bien, c'est un désordre nutritionnel qui arrive souvent sur les fermes. Donc, c'est un débalancement au niveau de l'alimentation de la vache. Puis, ça va arriver lorsque le rumen, ici, qui est l'estomac de la vache, donc, lorsque le pH va baisser là, en dessous de 6 pendant plus de 5 heures par jour ou 300 minutes. Ça va amener de multiples troubles de santé et des pertes économiques importantes pour l'industrie. Donc, la question que je me suis posée dans le cadre de la randonnée, c'est de savoir si on pouvait prédire l'acidose à partir des échantillons de lait, plus particulièrement à partir du profil en acide gras du lait. Donc, comment on a récolté les données? Donc, on avait 110 vaches sur 12 fermes au Québec et chacune de ces vaches-là ont reçu un capteur, donc un bolus, là, comme ça qu'on faisait ingérer à la vache. Donc, ce bolus-là s'installait dans l'estomac de l'animal et il demeurait là, toute la durée de l'étude. Puis, une fois en place, il nous envoyait là, à chaque 10 minutes une lecture de pH en temps réel. Donc, ce qu'on veut faire avec ça, c'est d'identifier les journées où le pH est descendu sous des valeurs de 6 pendant plus de 300 minutes, donc les journées qu'on appellerait en acidose, ou les autres journées qui seraient sans acidose. Parallèlement, on a récolté des échantillons de lait qui ont été analysés pour en extraire
le profil en acide gras. Puis, c'est là que je voulais faire intervenir l'intelligence artificielle, donc pour prendre les acides gras et essayer de classer les journées, à savoir si la vache était en acidose ou pas lors de la récolte de l'échantillon. Donc, la première étape, eh bien, c'était de nettoyer et de visualiser les données. Donc, premièrement, les données de pH. Donc, ce que j'ai fait, j'ai filtré le nombre de jours de mesure. Donc, la compagnie qui crée les bolus offre une garantie là, de la mesure du pH pour un certain nombre de jours. Donc, j'ai filtré pour seulement garder ces jours-là, donc 150 jours de données. J'ai supprimé les 12 premières heures, donc du temps 0 jusqu'à 12 heures, puisqu'on veut, comme je voulais laisser le temps là, au bolus de bien prendre sa place dans le rumen. Comme ça, on évite de prendre des mesures qui ne sont pas nécessairement au même endroit. Ensuite, j'ai visualisé le pH des vaches. Puis quand la vache ne transmettait pas des données pendant 150 jours, j'ai simplement supprimé cette vache-là parce que ça aurait pu nous indiquer là, que le bolus avait un problème. J'ai supprimé aussi les profils atypiques qui avaient des valeurs de pH là, qui étaient biologiquement non plausibles. Ici, c'est les données d'acides gras aussi qu'on a visualisées. Donc, j'ai vu qu'il y avait certaines valeurs là, qui pouvaient être aberrantes. On voit des acides gras ici qui ont des valeurs qui sont égales, ce qui est biologiquement impossible. Ensuite, on a identifié les événements d'acidose. Donc, à chaque journée, si le pH descendait en bas de 6 pendant 300 minutes, on flaguait la journée comme en acidose. Il y a 36 des vaches ici qu'on peut voir qui ont eu au moins un jour d'acidose. Puis, parmi les vaches qui ont eu au moins un jour d'acidose, on peut voir qu'il y en a certaines qui ont eu seulement une journée, puis d'autres jusqu'à 50 jours là, en acidose. Puis, c'était variable aussi selon la ferme. Donc, du côté de l'intelligence artificielle, j'ai séparé mon jeu de données là, en ensemble d'entraînement et de tests. Donc, l'ensemble d'entraînement contenait 450 échantillons de lait avec le profil en acide gras. Donc, on peut voir que mon jeu de données était débalancé. Là, donc, 263 échantillons qui étaient associés à une journée sans acidose, alors que 191 avec acidose. Le même problème était présent aussi dans l'ensemble des tests, là, donc plus de jours sans acidose qu'avec acidose. Donc, pour régler ce problème-là, là, on a décidé de faire du downsampling. Donc, on a équilibré là, les jeux de données à l'intérieur de la cross-validation. Donc, j'ai créé des modèles de forêt aléatoire et ElasticNet, qui est une régression linéaire pénalisée. Et on peut voir ici les performances là, sur la cross-validation avec Kingsfold. Donc, on a des performances qui sont semblables là, pour les deux algorithmes à 71 de précision. Puis ensuite, je me suis intéressé à voir si on ne prend pas les acides gras, mais on prend seulement les composantes du lait, donc le gras, la protéine et le lactose simplement. C'était quoi les performances du modèle? Et puis, on peut voir que les performances étaient drastiquement réduites si on omettait de prendre les acides gras là, comme dans notre modèle. Ensuite, ici, je me suis intéressé à savoir est-ce que la période de la prise d'échantillons de lait avait un impact. Donc, on peut voir ici aléatoirement si on a les résultats, si on a un jeu de données AM ou PM aléatoirement, ou si on prend seulement des échantillons de lait le matin ou le soir. Donc, on ne voyait pas vraiment de différence là, qui était significative. Puis ici, en terminant, c'est sur les performances sur l'ensemble de tests, donc des données que le modèle n'avait jamais vues. Donc, on peut voir que quand le modèle prédisait une journée sans acidose, dans 78 des cas, il y avait raison. Puis quand on prédisait une journée en acidose, dans 76 des cas, la classification était correcte. Puis la précision du modèle était significativement différente du No Information Rate. Bravo, Félix. Donc, je veux juste remercier mon mentor qui m'a beaucoup aidé, le Gabriel Dansereau. Merci beaucoup. Qui est dans la salle, je ne me trompe pas. Merci, Félix. Très belle présentation. Je ne vais pas boire mon lait de la même façon. Des questions pour Félix? Moi, j'en ai une, Félix, mais elle n'est pas liée à la programmation ou rien. Qu'est-ce qui cause l'acidose chez les vaches? En fait, l'estomac d'une vache, c'est très complexe. Là. Rapidement, si j'explique, c'est la vache. Quand on nourrit une vache, on nourrit les bactéries de son estomac. Mm-hmm. Puis, les bactéries vont fermenter là, les sucres dans la ration. Donc, quand la ration est trop forte en sucre, il va y avoir de la fermentation plus rapide. Puis, ça va causer une accumulation d'acide dans le rumen, ce qui va faire baisser le pH. Grosso modo. Mais parce que le rumen absorbe ces acides gras-là qui sont produits par la fermentation. Puis, s'il y a une trop forte production qui est trop rapide, là, ils vont s'encombrer dans le rumen. Ça va causer une baisse du pH. Il y a Claude Parent aussi qui est gastro-entérologue. Donc, peut-être un lien à faire avec ça.
Merci, Félix. Donc, juste avant de continuer avec notre dernier participant, Noël Gros-Payé, je vous ai mis dans le lien, encore une fois, là, le lien pour voter. Alors, vous avez jusqu'au 15 avril pour le faire. Toutes les vidéos vont être enregistrées et seront disponibles sur YouTube de Ivado. Et puis, ça serait le fun, puis je ne vous oblige pas, je comprends que c'est le soir. Si on pouvait allumer votre caméra, si vous pouvez allumer votre caméra juste pour notre dernier participant, ça va mettre un peu plus d'ambiance, puis passer dernier, passer premier, c'est jamais facile. Alors voilà, merci Jean-Marc, merci le monde de le faire. Donc, on est parti. Est-ce que, Noël, vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Donc, voilà, je vais vous partager mon écran. D'ores et déjà, moi, j'ai vu les présentations. Bravo, je suis assez impressionné. Mais moi, je suis un novice. Je n'avais jamais écrit une ligne de code. J'étais dans la formation Python, donc je vais vous distraire. Je ne vais pas vous émerveiller par des choses intelligentes, là. Mais moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Écoutez, moi, je suis un homme de marketing. Je suis vice-président expérience client dans les centres DMVET. On est des centres vétérinaires spécialistes et d'urgence. On ne fait pas de médecine générale. Et puis, j'ai lancé effectivement deux, trois projets avec Ivado, d'ailleurs, que je remercie infiniment. Danny Plourde, là, écoutez, si vous cherchez quelqu'un, ne cherchez même pas, là, il est tellement extraordinaire. Et on a fait des projets avec Polytechnique, c'est vraiment fantastique. Donc, je tiens à vous remercier. Je remercie tout le monde dans ce projet. Là, j'ai vraiment appris plein de choses. Et puis, merci infiniment à Marwan. Marwan, écoutez, c'est du bonbon. Donc, allez, c'est parti. Donc, présenter des données à l'aide de nuages de mots-clés, en fait, parce que moi, je suis un homme de marketing, et TI, d'innovation, SharePoint, etc. Je ne suis pas un informaticien, pas un programmeur du tout. Donc, je me suis dit, tiens, c'est le fun, ça fait depuis toujours. Je me dis, mais les nuages de mots-clés, c'est une belle représentation des données. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis peut-être partager au grand public. Ça serait le fun, vous savez, qu'on ait quelque chose qui permette de partager au grand public. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai commencé évidemment à prendre. Moi, j'ai suivi le plan. Hein, je suis totalement novice en Python, comme je vous dis, mais je suis un enthousiaste, donc je suis rentré là-dedans, là, etc. Puis j'ai dit, eh, on y va, c'est le fun. J'ai passé beaucoup d'heures. Grâce à Marwan, j'ai moi progressé, vu d'où je venais. Là. À part Excel et Power BI, là, je n'ai jamais écrit une ligne de code. Donc, on a choisi nos jeux de données. Pourquoi? Parce qu'on a 25 ans de données dans les centres DMV. On a 300 000 animaux, on a fait 600 000 consultations, 4 millions de lignes de facturation, 10 millions de lignes de dossiers patients. On s'est dit, mince, on doit pouvoir en faire quelque chose. Donc, quel est le lien on peut faire entre les données justement et la publication intéressante pour le grand public, après tout, plutôt que d'avoir se contenter entre nous, là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Beaucoup de données, vous l'avez vu, mais qu'est-ce que je cherchais? Je ne savais pas du tout. Donc, j'ai commencé par en toute humilité, je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait nettoyage de données parce que sincèrement, je ne me souviens même pas de ce que j'ai fait dans la plupart des cas. Vous savez, avec toutes les documentations qu'on trouve, on trouve des astuces qui nous règlent nos problèmes, mais ce n'est pas pour autant, enfin personnellement, que je me souviens exactement, je ne serais pas forcément capable de reproduire. Puis des fois, en toute humilité, je faisais des choses, je ne comprenais même pas ce que je faisais, mais je trouvais des solutions aux problèmes que j'avais, c'était assez le fun. Donc, je suis très candide par rapport à ça, mais je vous dis en toute honnêteté. La visualisation, l'outil, c'est WordCloud, en fait, que j'ai utilisé donc, pour présenter ça. Quel outil statistique, algorithme? Je n'ai aucune idée, je ne sais pas, je ne pense pas avoir utilisé ce genre d'outil, parce que j'étais plutôt dans la présentation de données. Donc, je vais vous présenter un peu tout ça. Donc, ça, c'est un peu, on part de ça de base, d'accord? Donc, je suis parti des données. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Je n'ai aucune idée. Donc, j'ai cherché, j'ai regardé, puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait présenter? Et puis là, je suis parti sur, j'ai fait des tas d'essais, j'ai utilisé Panda, WordCloud, HTML, NumPy, j'ai importé tout ce que je pouvais importer. Mon ordinateur est un ordinateur de gamer super rapide, j'ai pu tout lui mettre dedans. Fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, etc. Puis, j'en suis arrivé au nom des animaux. Je sais que ça pourrait peut-être être le fun de partir sur les noms des animaux, justement, sortir un peu des informations là-dessus. Donc, j'ai travaillé là-dessus, j'ai extrait de la base de données donc les noms. J'ai eu pas mal d'enjeux sur la séparation des virgules, des points, des espaces, etc. Lorsqu'on écrit un nom, vous savez, avec un nom composé sans trait d'union, parce que WordCloud, lui, il n'aime pas du tout. Lui, un espace,
c'est forcément, on passe au champ suivant. Donc, pas mal d'enjeux par rapport à ça. Et puis, je me suis dit, bon, ben, ça, c'est sympa, mais comment je pourrais rendre ça encore plus sympathique, on va dire plus sexy en marketing? Puis, je suis arrivé à ça. Donc, j'ai intégré, je fais court là, mais j'ai intégré donc des masques. J'ai intégré le masque, en l'occurrence, c'est le logo des centres DMVET. Pour information, on vient de changer de logo il y a 2 semaines. Donc, c'est le fun. On va trouver un bon moyen de promouvoir le logo autour de quelque chose qui est quelque part distrayant et utile. D'accord? On va leur partager justement les noms des animaux avec des publications qui pourraient être: le nom de votre animal est-il commun ou unique ou exceptionnel? Donc, engagé sur les réseaux sociaux, puis je trouve ça le fun que l'intelligence artificielle produise des images. Donc, c'est un peu cette culture confiture, vous savez, moins on en a, plus on l'étale. Les gens peuvent en parler autour d'eux. Mon animal est unique, je ne le trouve pas dans la liste, etc. Et puis après, j'ai retravaillé aussi sur les données en disant, OK, c'est sympa, mais est-ce que je pourrais justement reconstruire mes données avec une séparation facile? Vous savez, les noms de chats, les noms de chiens, ce n'est pas les mêmes. Donc, j'ai reconstruit la base avec des colonnes de mots-clés qui me permettaient de séparer les chats des chiens. Et juste en changeant un critère, en fait, dans mon code, ben, je pouvais, en fait, reproduire exactement le nuage de mots-clés, mais avec d'autres données. Donc, je me suis attelé à créer effectivement des qualifications qui me permettront de générer beaucoup d'éléments, beaucoup de mots-clés. Donc, je pourrais le faire en français, en anglais, les chats, les chiens, etc., etc., par année même. Année par année, quels sont les différents noms d'animaux. Donc, ça me donne ça. Une fois que j'ai créé ça, ben, j'ai plus qu'à lancer mon algorithme en changeant un paramètre. Et puis, vous voyez, j'ai les noms de chats qui apparaissent d'un côté, puis les noms de chiens. Donc, le nom de chien le plus répandu au Québec, je vous confirme, c'est Maya. D'accord? Oh, ça ne donne pas que ça comme résultat, on s'entend, mais c'est ça. C'est Maya est en tout cas le plus représentatif dans nos bases de données, avec quand même 300 000 animaux. Et puis la répartition, donc c'est ça. Ensuite, les prochaines étapes, j'ai commencé à travailler sur la personnalisation de la color map. Alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que je pourrais justement utiliser vraiment les vraies couleurs de centre DMVET, le vrai orange, le vrai bleu, etc. Moi, je n'ai pas réussi encore. 1 minute. Parfait. Et puis, j'ai découvert une fonction qui s'appelle regex. Alors, regex, alors là, c'est du chinois. C'est absolument infernal. J'ai adoré ça, travaillé beaucoup avec Marwan là-dessus. Mais c'est vrai que ça m'a permis de régler pas mal de problèmes, notamment, je vous disais, les mots-clés, les séparations, les espaces, les choses comme ça. Donc voilà, en résumé, voilà un peu ce que j'ai fait. Puis j'avoue que moi, je suis très fier de ce que j'ai fait parce que pour la première fois de ma vie, enfin, je peux générer des mots-clés qui ressemblent à ce que je veux sans être obligé de mettre des données sur Internet et qui ne ressemblent pas à ce que je veux. Donc voilà un petit peu voilà ce à quoi j'ai abouti. Excellent, bravo. Ben, bravo à vous, franchement, vraiment, j'ai adoré l'accompagnement. C'est un projet vraiment 100 jours. Ça a été du travail, là, mais ça a vraiment été intéressant. Merci infiniment. Pour la première fois de ma vie, j'ai codé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai fait le message à Dani là, pour vos beaux mots. Ah oui, oui, il est extraordinaire. Écoutez, gardez-le bien, sinon moi je le prends direct. Et vraiment, vraiment. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. C'est basic ce que je vous ai présenté, hein? Mais pour moi, je suis très fier. Absolument, il y a de quoi être fier. C'est tout un monde, puis surtout quand on ne vient pas de ce milieu-là. Moi, j'admire aussi tout le temps les gens qui sont capables de sortir de leur milieu habituel, puis de rentrer dans des données, puis de voir une autre façon de voir le monde, finalement. Là. Exact. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Barbara, vas-y. Je crois que ma collègue a une question. Barbara, tu as la main levée? Barbara n'y est plus. Ah oui, elle est là. Bon. Est-ce que les juges ont des questions, Caroline? Non, félicitations. C'est super intéressant. Tu sais, un des gros défis quand on fait de la programmation et qu'on a beaucoup de données, c'est justement ces petits cas-là spéciaux que c'est pas exactement ce que tu voulais puis qu'il y avait une absence de données. Donc, c'est juste travailler ça, c'est déjà quelque chose de gros. Là. Bravo.
Oui, c'est quelque chose, effectivement. C'est passionnant. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à signaler que ça m'a ouvert des perspectives parce que ça m'a permis de comprendre, puis c'est vraiment l'objectif que j'avais, mettre les mains dans le cambouis pour mieux comprendre, et ça me permet de bien mieux guider les projets qu'on a en intelligence artificielle. En fait. Ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas, je suis très heureux d'avoir fait ça. Je ne serai jamais un grand développeur, là, mais j'ai compris pas mal de choses. Je trouve ça très intéressant. Bravo encore. N'oubliez pas d'aller voter, demandez à vos amis, de regarder les vidéos. Vraiment, c'est le fun. C'est une façon pour vous de souligner là, votre bon travail. Le 100 jours, effectivement, c'est intense. Là. Vous avez gardé le cap jusqu'à la fin. C'était intense, effectivement. Merci infiniment, en tout cas. Merci. Belle initiative, c'est fantastique. Est-ce que, il y avait Barbara aussi que vous connaissez qui a participé, qui a évidemment organisé le tout. Il y a Jean-Marc également qui est ici, Jean-Marc Rousseau, qui est maintenant conseiller spécial, mais qui était aussi directeur de transfert technologique chez Ivado, qui a quand même un bon support dans le programme. Et Oriane que vous connaissez aussi, donc bravo à mes collègues. Félicitations à tout le monde. Et puis, je laisse Oriane pour faire le dernier mot de la fin. Oui, si tu veux. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir modéré cette séance. Mais encore un gros bravo à tout le monde, à la fois les randonneurs. Merci au jury qui s'est rendu disponible pour regarder puis juger ces présentations-là. Comme Elisabeth l'a dit, ça va être sur le YouTube d'Ivado. Donc, n'hésitez pas à revisionner les présentations et surtout à voter pour votre présentation favorite pour le prix du public. Elisabeth a mis le lien du Google Form là dans le chat. Prenez le temps de le copier puis de le mettre quelque part. Vous n'êtes pas obligé de voter tout de suite. Vous pouvez attendre un petit peu, mais ça serait vraiment très apprécié d'avoir votre opinion. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à utiliser les contacts que vous êtes faits là, ici chez Ivado, entre vous. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir continuer à travailler sur vos projets, puis continuer à avancer. Vous avez tous eu des idées extraordinaires. Je pense qu'il y a de quoi faire avec ça. Alors, n'hésitez pas de rester en contact avec nous. Absolument. Merci, puis bonne soirée. Bonne soirée.